Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, troisième vidéo consacrée aux espaces agricoles français. Et là, on va voir les atouts et les difficultés auxquelles sont confrontées l'agriculture française aujourd'hui. Alors, première difficulté, les grandes inégalités de revenus qui existent entre les agriculteurs. Agriculteur, vous en pensez que c'est un métier, mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est agriculteur, quel est le type de production. Alors, si vous êtes un gros céréalier de la Beauce ou du centre de la France, comme vous voyez ici, vous avez des revenus qui sont relativement élevés. Si vous êtes un exploitant viticole de Champagne-Ardenne, ça va bien aussi. Toutefois, si vous êtes un éleveur laitier ou même de viande du Limousin ou d'Auvergne, vous rencontrez de plus grandes difficultés. Vous voyez qu'on a des revenus qui peuvent aller de 1 à 8 ou 9 comme écart moyen selon les régions. Donc on a de grandes inégalités. Les agriculteurs, selon ce qu'ils produisent, sont confrontés à des réalités et des concurrences qui ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que l'agriculture aujourd'hui est mondialisée. C'est-à-dire que les agricultures, les pays du monde entier sont en concurrence. Les producteurs français sont en concurrence avec les Espagnols, les Italiens, les Marocains, les Tunisiens, les Chinois, les Canadiens, les Hollandais, etc., les Allemands, etc., etc. Alors on va voir un peu ce phénomène de concurrence avec un exemple, la tomate. La tomate, c'est un produit que vous connaissez, d'accord? En toute saison, il est sur vos étals de supermarché. C'est-à-dire qu'il n'est plus devenu saisonnier. Et ça s'explique par une chose toute bête, c'est que aujourd'hui, on a une production de tomates qui est internationale avec une circulation gigantesque. Que vous la consommiez sous la forme de tomates brutes, c'est-à-dire juste le fruit, ou alors sous forme de concentré, c'est-à-dire de tomates pelées, de concentré de tomates ou de ketchup, c'est la même logique. Vous avez des pays, ici vous les voyez, les pays exportateurs, ce sont les principaux pays qui vendent leur production à l'étranger. Donc en Europe, c'est Italie, Espagne, Portugal qui sont les principaux pays qui font de la tomate. Et si vous regardez, donc à gauche, on a un gros trait vert. Et vous le retrouvez où? Absolument dans le monde entier derrière. Alors bien évidemment, une grande partie de la production reste en Europe, mais il y en a qui va en Amérique, en Afrique, au Proche-Orient et en Asie. Ensuite, deuxième pays producteur de tomates au monde, la Chine. La Chine qui vend aussi bien en Europe qu'en Afrique, qu'en Amérique ou en Asie. Et enfin les États-Unis qui, pareil, vendent aux quatre coins du monde. Donc on a un produit qui circule, et à peu près tous les produits agricoles circulent désormais. Donc un producteur de tomates italiennes, espagnoles ou portugaises, il est en concurrence avec le chinois ou l'américain. Seul le coût du transport va faire varier derrière le prix d'achat. Cette carte vous montre de façon peut-être un peu plus habituelle pour vous les principaux producteurs de tomates transformées, donc qui vont être mises en conserve ou transformées en ketchup. Et vous voyez que le monde entier est concerné. Je voulais vous mettre cette carte parce qu'elle est intéressante. Vous voyez ce qu'on appelle l'industrie du concentré de tomates et chinoise ici. Alors c'est simple, c'est tout ce qui est mis en conserve, d'accord, qui servira à être vendu donc, dans des boîtes de conserve, la tomate pas brute, pas le fruit. Et bien, vous voyez que la Chine en exporte, nous fournit 70% du marché africain, mais qu'elle en envoie aussi beaucoup en Europe et notamment en Italie. Et en Italie, les tomates chinoises sont reconditionnées et vous sont revendues comme tomates italiennes. C'est pas du tout illégal parce que la législation, c'est-à-dire la loi, dit qu'on peut mettre que ce qui détermine l'origine d'un produit, c'est l'endroit où il a été mis en conserve. Alors si vous achetez du concentré de tomates chinois en grande quantité et que vous le mettez dans les petites boîtes de conserve en Italie, puisque l'opération de transformation et de mise en conserve a été faite en Italie, vous pouvez dire que c'est de la tomate italienne. Le principe est le même avec du miel, hein, d'accord ? Si vous achetez du miel chinois ou du miel qui vient du Pérou et que vous le mettez en pot en Bretagne ou dans les Pyrénées, vous pouvez vendre ça comme étant du miel breton ou des Pyrénées. Pensez toujours à regarder au dos des boîtes si c'est marqué agriculture UE et ou agriculture non UE. Non UE, ça veut dire que ça vient de l'étranger. Alors cette concurrence, si on sort un peu de la tomate, on va la retrouver partout. Notre tomate est encore là, rassurez-vous. Vous voyez ici un extrait d'un catalogue d'une grande enseigne de distribution qui vante le bio, les bons plans pour avoir du bio frais. Alors, comme vous êtes patriote, vous avez ici fruits et légumes de France, vous dites formidable, ça doit être français. Eh bien non, seules les herbes aromatiques, là, en l'occurrence la ciboulette, la menthe ou le basilic, viennent de France. Les tomates sont évidemment espagnoles, les carottes sont italiennes ou hollandaises, les courgettes sont espagnoles et le kiwi, il vient du Chili. Donc vous voyez, en fait, vous avez des produits
qui peuvent franchir des océans pour arriver sur vos étals. Tout ce qui se conserve bien, comme kiwi, avocat, etc., ça peut venir sans problème d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, ou même pour les haricots, ça peut venir de Madagascar, donc quand même de l'océan Indien. Ces productions agricoles aujourd'hui qui sont massives, vu les volumes, eh ben, elles sont faites dans des conditions qui sont hyper modernes. Alors, cette image un peu bizarre, qu'est-ce que c'est? C'est un paysage espagnol autour de la ville d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, où vous avez sans doute une des plus grandes concentrations de serres au monde. Et c'est là que se fait une grande partie de la production de tomates, mais aussi de courgettes ou de poivrons européens, où sous serre, l'industrie espagnole, qui est extrêmement moderne, profite d'un climat très favorable et du fait qu'en forant, ils ont accès à de l'eau et qu'ils avaient de l'espace, pour avoir fait une production hyper intensive et hyper moderne. Alors vous voyez, on est dans la tomate espagnole, mais tous les fruits sous serre aujourd'hui. On n'est pas du tout dans le potager de papy ou la serre de papy. C'est pas de la tomate de pleine terre. C'est la tomate qu'on appelle hydroponie, c'est-à-dire qu'en fait, elle pousse dans des espèces de supports un peu artificiels. C'est des supports nourrissants, ça ressemble un peu à de l'éponge ou de la laine, dans laquelle les racines peuvent se prendre, et elles sont en continu alimentées par des engrais, des produits phytosanitaires, tout type de produits chimiques qui favorisent sa croissance et la quantité de fruits qu'elle va pouvoir produire. Donc on est vraiment dans une industrie de la tomate et une agriculture hyper moderne et hyper productiviste. Alors cette concurrence internationale, elle a des concurrents, elle a des conséquences très directes pour les Français. Notamment, pourquoi? Parce que le prix d'un certain nombre de matières premières est fixé au niveau européen. Le prix du lait, grosso modo, ou le prix de la tomate, il se fait au niveau européen, pas uniquement français. Alors ça a une conséquence, il y a quelques années, il y a eu ce qu'on appelle la crise du lait en France. Alors, il y avait une énorme production, il y a eu ce qu'on appelle de la surproduction, c'est-à-dire que les producteurs de lait produisaient toujours de plus en plus, et quand vous produisez de plus en plus et que la demande ne suit pas, il y a un moment où vous vous retrouvez à avoir d'énormes quantités et moins d'acheteurs, ce qui fait que le prix du lait se casse sa figure. Il était tombé à 20 ou 27 centimes le litre en juillet de 2016, ce qui fait que là, c'est simple, les agriculteurs produisaient à perte. Ça veut dire quoi produire à perte? C'est simple, ça leur coûtait sans doute quelque chose comme 30 centimes pour rentrer dans leurs frais, c'est-à-dire pour arriver à rembourser leurs factures, nourrir les vaches, etc. Ils vendaient à 27, ce qui veut dire qu'ils perdaient de l'argent. Alors pourquoi, vous allez me dire, ils n'étaient pas obligés de vendre? Si, quand vous êtes un agriculteur, vous produisez du lait, si vous ne le vendez pas, il est perdu, vous ne pouvez rien en faire. Et justement, ils sont dépendants de choses. Quand on a vu la filière laitière, je vous ai parlé des grands groupes, notamment des grandes laiteries, et notamment du groupe Lactalis, qui est un géant français. C'est simple, les agriculteurs, ce sont des petits producteurs face à des géants de l'agroalimentaire. Ils sont obligés d'acheter au prix qu'on leur impose. Et ils s'en prenaient aussi aux grandes surfaces, parce que c'est simple, ils constataient que du lait qu'on leur achetait, donc qui vendait 21 centimes, était vendu 86 centimes, donc 4 fois plus aux consommateurs. Ce qui veut dire que là-dessus, quelqu'un avait fait des marges, les fameux intermédiaires de la filière. Donc vous voyez là, on a cet exemple-là, un prix, un litre de lait qui était vendu 78 centimes en supermarché, le producteur récupérait 26 centimes, donc même pas un tiers, même pas un tiers du prix. Le transformateur industriel, donc la laiterie, prenait 33 centimes, et le distributeur, c'est-à-dire celui qui l'avait mis en rayon, prenait 15 centimes. Donc effectivement, cette crise du lait, elle a fait prendre conscience à beaucoup de gens que entre le producteur de lait qui récupère quelques miettes et l'industrie agroalimentaire et la grande distribution qui, eux, font des marges énormes là-dessus, il fallait faire un rééquilibrage. Alors on peut faire beaucoup de reproches aux industries agroalimentaires ou à la grande distribution, mais il y a un reproche qu'on ne peut pas leur faire, c'est de ne pas être soucieux de leur image. Donc voyant que comme on est en France, le Gaulois réfractaire prend évidemment le parti et la défense du petit producteur, très rapidement les industriels ont dit voilà, on va augmenter notre prix d'achat pour que les agriculteurs en aient plus, et la grande distribution a dit on va faire énormément d'informations pour que si les consommateurs français sont prêts à payer un peu plus cher un litre de lait, mais en étant sûr que l'agriculteur gagne mieux, donc une forme de commerce équitable, eh bien pas de problème. Ce qui fait que vous regarderez dans vos supermarchés, dans vos épiceries, etc., vous verrez que vous avez des laits sur lesquels on vous dit tout simplement,
se les rémunère au prix juste son producteur, et on vous dit voilà, pour 1 litre de lait qui a été vendu là-dessus, voilà combien récupère l'agriculteur. Donc ça, c'est une forme de marketing, mais aussi qui correspond à la nécessité d'impliquer les consommateurs en leur disant, bah, c'est simple, si vous voulez le lait le moins cher possible, et ben les agriculteurs, on leur achètera au moins cher possible, mais si vous êtes prêt à payer un peu plus cher pour être sûr que l'agriculteur gagne bien sa vie, on vous l'offrira aussi. Parce qu'effectivement, bon, vous êtes en France, donc le même Français qui veut défendre à tout prix le petit producteur de lait contre le gros méchant géant de la grande distribution ou de l'agroalimentaire, bon, quand il est devant dans son rayon lait, parfois il prend le moins cher en se disant bon bah moi je veux faire mes économies. Donc il faut aussi impliquer tout le monde pour sortir de ces questions-là. Donc c'est une forme de commerce équitable qui se met et qui même à l'échelle française commence à généraliser. Le commerce équitable traditionnellement c'était vis-à-vis des pays du Sud, pays plus pauvres. Et comme on a vu que y avait un appauvrissement des agriculteurs même en France, on essaie de se ressaisir. Alors, on va voir un peu quand même maintenant les atouts. Tout d'abord, vous avez le bio. Le bio qui fait un carton depuis une dizaine d'années, en fait depuis le début des années 2000. Le bio fait un carton chez les consommateurs. Pourquoi? Parce que les gens ont pris conscience que l'agriculture conventionnelle, elle est bourrée de produits chimiques et de pesticides et qu'elle n'est pas bonne pour la santé. Or l'idée, c'est que les produits les moins chers qui sortent de l'agriculture industrielle sont des produits qui, à la fois, n'ont pas de goût, donc la qualité n'est pas terrible. Alors c'est sûr, la quantité, on en a pour son porte-monnaie, mais du point de vue de la santé et de la qualité, c'était pas là. Donc les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher pour acheter du bio, donc on leur donne du bio. Alors je vous montre. Là, vous avez depuis 1999, donc depuis 20 ans, entre 1999 et 2016, les volumes, d'accord, enfin le chiffre d'affaires du bio en France, qui reflète très bien les volumes qui ont été vendus. En 1999, le bio, c'était 1 milliard d'euros par an. Ce qui n'est pas énorme comparé à ce qui est dépensé. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 15 ans, ça a été multiplié par 7. Et depuis, ça continue d'augmenter. Et vous regardez, alors, on a plusieurs distributeurs. Vous avez la restauration collective, c'est les cantines. La vente directe, vous voyez, la vente directe, elle augmente aussi. La vente directe, c'est quoi? C'est le fait d'aller directement acheter chez son producteur. C'est les magasins à la ferme. Les artisans commerçants, ce sont toutes les petits, les épiceries, d'accord? Ou alors les restaurants qui vont se fournir en bio. Vous voyez de plus en plus de restaurants qui vous mettent, ici on utilise des produits bio, locaux, etc. Ça correspond à ça. Distributeurs spécialisés bio, ce sont les enseignes comme Biocoop par exemple. Et les grandes surfaces alimentaires, c'est ce que vous connaissez, c'est Leclerc, Auchan, Hyper U, Super U, etc. Intermarché. Donc, en 2005, on avait 2% des exploitations agricoles qui étaient en bio. 15 ans plus tard, d'accord, 13 ans plus tard, 15 ans plus tard, on en a 10%. Donc, ça veut dire qu'une partie des agriculteurs comprennent leur intérêt. Notamment les jeunes qui s'installent disent « Ok, je vais convertir mon exploitation en bio. » Ça veut dire quoi? On utilise moins d'engrais, moins de produits chimiques, etc. Et donc, si on a une petite baisse de rendement, c'est-à-dire qu'on produit un peu moins, ce qu'on produit est de meilleure qualité, on peut le vendre le plus cher. Donc, on commence à avoir une conversion de l'agriculture vers du bio. Le chiffre d'affaires de la filière, il a littéralement explosé, vous voyez, puisqu'il a été lui aussi multiplié par 5, plus que 5 d'ailleurs, plus que 5. En l'espace de 15 ans. Et le nombre de consommateurs, il augmente sans cesse. Ce qui veut dire que c'est un marché très prometteur, sachant que, alors certes, bio ne veut pas dire produit localement. Rappelez-vous, sur l'image que je vous ai montrée avant pour la tomate, là j'y reviens 2 secondes, sur ce dépliant publicitaire, tout ça c'est du bio, mais il peut venir d'Espagne, d'Italie, du Chili, du Pérou ou de Chine, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc bio ne veut pas dire local. Simplement, les producteurs français qui feront du bio auront un avantage, c'est que le local, ça marche aussi. C'est-à-dire que les Français ne veulent pas voir mourir leurs agriculteurs et leur agriculture. Ils tiennent à manger sain et qu'en achetant de la nourriture de qualité, ça génère de l'emploi parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans un pays où il n'y ait que des grandes exploitations agricoles, que les fermes familiales disparaissent, etc. Donc le local a la cote. Et c'est ce qu'on appelle les circuits courts. Alors circuit court, c'est très simple. Vous avez circuit court, ça veut dire il y aura un minimum d'intermédiaires dans la filière entre celui qui produit, d'accord, le maraîcher par exemple, et le consommateur, celui qui fait ses cours. Alors soit vous faites de la vente directe sur les marchés, à la ferme, ou via des AMAP, c'est-à-dire vous prenez des abonnements toutes les semaines, vous allez chercher un panier de légumes, etc. Soit vous avez un seul intermédiaire. C'est-à-dire que
l'agriculteur du coin, il vend sa production au supermarché du coin. Donc ça va dans un supermarché ou dans une Biocoop et vous pouvez l'y acheter. Quel est l'intérêt? C'est simple, c'est que si vous supprimez les intermédiaires, rappelez-vous ma bouteille de lait tout à l'heure, vous avez moins de gens qui prennent un bénéfice dessus. Donc un produit local, un produit qui est produit autour de chez vous, comme il va avoir fait moins de circulation, moins de transport, il sera passé dans les mains de moins d'entreprises, au final, il y aura moins de gens à avoir fait des bénéfices dessus. Donc vous pourrez l'acheter quasiment, j'ai dit, au même prix qu'un autre, mais il sera de bien meilleure qualité et il aura donné de l'emploi sur place. Donc vous voyez, les circuits courts, c'est quoi? Vous avez plein de formes, on va faire très simple. Vous avez la vente directe, vous allez à la ferme, ou soit vous allez prendre votre panier avec vos légumes, soit vous allez à la ferme, ou dans ce qu'on appelle des magasins, des magasins de producteurs. Soit vous avez un seul intermédiaire, c'est-à-dire que l'agriculteur vend à un restaurant, au supermarché du coin, ou à la restauration collective, etc. Vous avez des enseignes qui prospèrent là-dessus depuis une dizaine d'années. Je prends l'exemple de Biocoop parce que c'est connu. Biocoop, ils vous font des produits et des légumes. Alors, tout est bio dedans. C'est du local, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec les producteurs locaux. L'idée, c'est pas de faire venir, si vous êtes en Bretagne, des pommes de terre qui vont venir du sud de la France ou de la Lorraine, c'est de travailler avec les producteurs du coin. Ils font des produits de saison. Pourquoi du saison? Parce que tout ce qui est fait en serre, en serre, vous pouvez faire du hors-saison. Parce que des fois, ils n'hésitent pas à éclairer les serres, même en hiver. Donc, produit de saison, ça veut dire, désolé, vous aurez des tomates quand c'est la saison des tomates. Et en plein hiver et au début du printemps, il n'y a pas de tomates, donc vous n'aurez pas de tomates. Comme ça, on respecte les saisons et aussi la qualité du produit. Vous avez tout un nombre de labels qui se met en place. Alors j'ai trouvé ça, vous avez peut-être pas tous, parce qu'il y en a toujours de plus en plus, des labels Made in France. Alors vous les trouvez ailleurs, évidemment, que dans de l'alimentaire, mais c'est aujourd'hui un atout. Si vous mettez d'un produit qu'il est fabriqué en France et que vous indiquez où, l'usine, le département, etc., le consommateur est prêt sans problème à payer quelques centimes de plus pour l'avoir. Le local, évidemment, il a envahi les supermarchés aussi. Ils sont pas du tout bêtes. Ils ont compris que les consommateurs voulaient du local. Donc, ils sont parfaitement capables de vendre des produits régionaux. Et aujourd'hui, je ne connais pas même un petit supermarché qui n'ait son rayon produit de la région ou produit d'ici, ou qui mette en avant ce qui est tout à fait local. Vous voyez, ça c'est des atouts parce que ça fait que l'agriculteur français, si on dit c'est ou breton, c'est produit en Bretagne ou en France, à côté d'un produit qui est fait en Espagne, en Italie ou au Pérou, il y a une partie des consommateurs qui diront allez, je paye un peu plus cher, mais au moins c'est fait ici et ça fonctionne. Alors, je vais montrer ça, cette petite infographie, elle est intéressante, c'est la part du made in par pays. C'est-à-dire quel est le pourcentage de choses qu'on consomme qui sont faites chez nous. Alors, les biens manufacturés, c'est-à-dire c'est les biens sortis d'usine. Alors ça, c'est déjà un peu ancien, il y a quelques années ce truc-là. Il n'y a qu'un tiers de ce qu'on consomme en France comme biens, par exemple les meubles qui sont fabriqués en France. Tout le reste est importé. Dans les biens fabriqués, c'est que un quart. Dans le textile et l'habillement, c'est simple, c'est que 13%. Donc tous nos vêtements viennent d'ailleurs. Dans les denrées alimentaires, on est à 60%, mais ça veut dire que 40% de ce qu'on mange vient de l'étranger. C'est énorme. Donc vous voyez qu'il y a des marges gigantesques pour développer encore le local. Alors on est à 81%, mais vous voyez, il y a des pays, on n'est pas du tout dans la moyenne haute des pays qui consomment ce qui est fait chez eux. Alors, on va voir un autre point positif. La mondialisation, certes, ça a tous les produits bas de gamme ou les produits bruts, on va dire, d'accord, avec une faible valeur ajoutée, le lait par exemple, etc. S'il n'est pas bio ou les tomates ou les légumes, s'ils ne sont pas conventionnels, ils sont en concurrence avec des pays qui les font à moins cher. Donc malheureusement, là-dessus, les exploitations agricoles sont en très grande difficulté. Mais il y a aussi des domaines sur lesquels on est en pointe. Vous êtes un pays qui a une réputation en termes de qualité alimentaire qui est énorme. Et ça, c'est un atout, c'est-à-dire qu'à l'étranger, les étrangers sont prêts à payer beaucoup plus cher pour avoir la qualité française. Je prends l'exemple là de Isigny-Sainte-Mère. Isigny-Sainte-Mère, c'est un village de Normandie qui fait du beurre et de la crème depuis très longtemps, qui a des races de vaches et qui a une qualité dans le lait qui est produit qui est exceptionnelle, ce qui fait qu'ils font un des meilleurs beurres du monde. Bien évidemment, le beurre de Michel Breton sera toujours meilleur que le beurre normand, ça va sans dire, mais le beurre d'Isigny-Sainte-Mère, il est quand même super bon. Et ils font du camembert, du Pont-l'Évêque, de l'AOC, bref, c'est vraiment de la très haute valeur ajoutée. Ils travaillent avec les producteurs du coin,
ils ont une laiterie, d'accord, qui produit des produits qui se vendent bien parce qu'ils sont recherchés. Ils sont à ce point recherchés que vous avez moins d'une dizaine d'années des investisseurs chinois, le premier groupe d'agroalimentaire chinois, alors vraiment de laitier, un groupe laitier chinois qui s'appelle Biostim, je ne connais pas le nom chinois, hein, mais qui est venu en Normandie, à Isigny-Sainte-Mère, et qui a investi avec ce qu'était la coopérative, donc le regroupement de la laiterie du coin qui faisait les camemberts et les beurres d'Isigny, en disant votre qualité nous intéresse, on veut en produire des quantités pour le marché chinois. Donc ils ont littéralement aligné des millions d'euros pour construire une usine ultramoderne, celle que vous avez vue là jusqu'avant, qui emploie des centaines de personnes sur place. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien principalement, c'est pas du camembert, c'est du lait en poudre. Pourquoi? Parce qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu une terrible crise en Chine, où en fait il y a du lait en poudre industriel qui était empoisonné et qui a tué, je crois, des centaines de bébés. Donc une affaire absolument horrible, ce qui fait que les Chinois ont dit on ne veut plus de lait en poudre de mauvaise qualité et que tous les consommateurs chinois qui avaient de l'argent ont dit on veut de la qualité. Et la qualité c'est quoi? Du bio. Si ça vient de Normandie, ça inspire confiance. Donc ni une ni deux, les Chinois ont investi en Normandie, ils ont construit une usine et ils importent des millions de boîtes de lait en poudre normand, parce qu'il y a une place pour ça en Chine. Donc, vous voyez, ça fait la prospérité de tout le coin d'Isigny-Sainte-Mère, où là, les agriculteurs, ils ont des débouchés, puisque c'est eux qui écrasent, entre gros guillemets, hein, en tout cas, c'est eux qui peuvent s'imposer à l'international avec leur qualité. Donc la forte valeur ajoutée française, elle fonctionne très très bien. Et vous voyez là, j'ai trouvé une pub en chinois, on voit une pub pour du lait Biostim, et ça, c'est fabriqué à Isigny-Sainte-Mère, donc en Normandie, et ça repart en Chine pour être vendu sans aucun problème, parce qu'il y a un marché là-bas. Alors, autre exemple de qualité française, bon, je pense que ça c'est un peu rigolo. Lui c'est un rappeur qui s'appelle 50 Cent, il est devenu très riche, et comme tous les gens qui sont pas trop bêtes dans l'industrie du rap, il comprend que ça va pas durer tout le temps, donc avec son argent, il a investi. Et il a investi dans quoi? Eh bien dans du champagne. C'est-à-dire qu'il a acheté des hectares de champagne, il s'est pas mis à faire lui-même du champagne, hein, mais il est arrivé il a voulu faire une marque de champagne, c'est-à-dire qu'il s'est associé avec des producteurs, en leur disant je vous achète une partie de votre production, et on fera une cuvée qu'il appelle le chemin du roi, hein, en français, parce qu'en français c'est plus classe quand on est aux États-Unis, et donc il y a un champagne 50 Cent, il met son image, plus celle de l'image de luxe et de très grand luxe qui est associée au champagne, pour faire un produit de qualité. Et vous voyez, là, on avait une fête pour la sortie de la cuvée Le Chemin du Roi, à Miami, d'accord, aux États-Unis. Donc, ce qui vous montre aussi l'excellence des produits français dans des domaines, notamment le vin, où là, effectivement, on a une image. Il n'y a pas d'équivalent du champagne en dehors de France, d'accord? Le champagne, dans le monde entier, c'est associé à un produit de luxe, de très grande qualité, et qui est associé à la France. Les Chinois, toujours eux, pourquoi? Parce que comme c'est un pays qui se développe très très vite et qu'ils ont une volonté d'investir dans le monde entier, les Chinois investissent, alors pas en Champagne là, mais à Bordeaux, où ils rachètent des châteaux, des terroirs pour faire du vin et pour le ramener en Chine, parce qu'il y a en Chine un marché énorme et d'ailleurs dans toute l'Asie, parce qu'ils sont quand même plusieurs milliards, et il y a une classe moyenne qui veut consommer de la qualité. Mais comme vous pouvez avoir envie de consommer des bons produits étrangers, vous voyez, comme de même que vous consommez, je sais pas, des mangas japonais ou des choses comme ça, ou de la musique américaine ou des trucs américains, les Chinois, ce qui leur plaît à l'étranger, ils se disent, c'est un plus pour nous, on le veut. Donc le vin français, c'est très simple. En 2005, 12 000 hectolitres de Bordeaux étaient importés en Chine. En 2017, 632 000. Alors comme vous êtes géniaux en maths, je vous laisserai faire le calcul, mais ils ont multiplié par bien plus que 10, d'accord? C'est une multiplication à peu près par 50 de la quantité de vin de Bordeaux qui a été vendu. Donc c'est un marché énorme. 30% de ce qui est produit en vin de Bordeaux part en Chine désormais. Donc il est évident que là, c'est un atout gigantesque pour la production vinicole, donc de vin française. Donc l'Asie, les marchés asiatiques qui sont des marchés émergents, pourquoi? Parce que c'est des pays qui se développent à vitesse grand V, qui ont de plus en plus de consommateurs et qui sont demandeurs d'une réelle qualité. Ça, c'est un atout pour l'agriculture française. Alors voilà, la trace écrite, je vous laisse la noter. Donc l'agriculture française fait face à plusieurs défis. Elle est mondialisée, donc en concurrence.
les produits français conventionnels. Donc conventionnels, c'est vraiment bas de gamme, hein. Ils se vendent mal parce qu'ils sont trop chers. De plus, l'exploitation agricole vend leur production à l'industrie agroalimentaire ou à la grande distribution. Et ils s'appauvrissent. Pourquoi? Parce que c'est pas eux qui dictent les prix. Donc ce que je vous expliquais sur la crise du lait. Dépendant, on rajoutera un T évidemment. Quelle horrible faute. Donc ils sont dépendants du prix d'achat fixé par les acteurs du marché. Et ça, effectivement, ils s'appauvrissent. Cependant, les gens demandent du bio et du local et les circuits courts. Donc ça permet à tous les agriculteurs qui passent en bio de pouvoir faire des produits qui vont mieux se vendre, donc qui leur seront achetés à beaucoup plus cher, et donc évidemment de vivre mieux de leur métier et de ne pas se retrouver en situation de crise ou de misère. Et la mondialisation profite à certains secteurs. Tous les produits de qualité français, ils s'exportent, exemple le vin, le beurre ou le lait en poudre. Voilà, je vous remercie de votre attention.